Je conserve ces récits parce qu'ils me hantent encore quand la maison se fait trop silencieuse. Ce sont des voix qui m'ont appelé, des messages laissés à la hâte, des courriels que j'ai relus en pleine nuit. Chacun me disait « raconte-le ». Alors je les ai écrits, tels qu'on me les a confiés, à la première personne, sans polir la peur qui tremble dans chaque phrase. Si vous aimez ce genre d'histoire, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines nuits racontées ici. Laissez un like si une de ces histoires vous a glacé le sang. Octobre 2019, Colorado. Je m'appelle Ben, j'étais en route seul vers Denver après une mission. Il pleuvait fin, la route était tout juste un trait lumineux sous mes phares. Vers minuit, j'ai aperçu une voiture arrêtée sur le bas-côté, clignotant éteint, silhouette immobile à côté. J'ai freiné en me demandant si je devais m'arrêter. Je le sais, on nous répète de ne pas s'arrêter pour des inconnus la nuit. Mais c'était quelqu'un debout, bras ballants, comme si la pluie lui pesait sur les épaules. J'ai ralenti, puis j'ai vu son regard. C'était une personne, oui, mais il n'y avait pas d'angoisse sur son visage, juste une fixation absente. J'ai accéléré sans céder au bon samaritain, et, à peine passé, j'ai entendu des coups sourds contre ma carrosserie, comme si quelqu'un frappait la portière avec l'intérieur d'une main gantée. Mon cœur a sauté. Je me suis arrêté un peu plus loin, tremblante, tâtonnant pour sortir du véhicule. Mes clés n'étaient plus dans la poche où je les avais posées. Elles étaient sur le siège passager, là où je ne les avais jamais mises. J'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, la route était déserte. La pluie battante n'avait laissé aucune empreinte visible autour de la voiture où je croyais avoir vu la silhouette. Ils ont dit que des gens sortaient parfois la nuit pour jouer des tours, des chauffeurs qui laissaient leurs clés par inadvertance, que je m'étais peut-être endormi un instant. Ça paraît plausible. Sauf que, depuis ce soir-là, je ne prends plus la route seule à la nuit tombée. J'ai cessé de croire que certains choix sont anodins. Un autre témoignage m'est parvenu d'un motel près d'une autoroute, où Linz, étudiante en art, bagage minime, a vécu l'une des nuits les plus longues de sa vie. Elle se souvient. Mars 2016, autoroute 15, chambre 12. Le réceptionniste n'avait pas été aimable, la moquette sentait l'humidité et le désinfectant. Elle a posé ses affaires, pris une douche et s'est couchée. Vers 2 heures du matin, elle m'a dit qu'elle a entendu d'abord un grattement léger, comme des ongles sur le bois, puis le cliquetis d'une clé mordant une serrure. Le verrou n'a pas cédé, mais la poignée a tourné, plusieurs fois, sans forcer. Elle est restée immobile, respiration retenue, jusqu'à ce que l'homme à la réception tape à sa porte pour demander s'il y avait un problème. Il venait de vérifier les chambres, dit-il. Ça paraît plausible, sauf que, depuis ce soir-là, je ne prends plus la route seule à la nuit tombée. J'ai cessé de croire que certains choix sont anodins. Un autre témoignage m'est parvenu d'un motel près d'une autoroute, où Linz, étudiante en art, bagage minime, a vécu l'une des nuits les plus longues de sa vie. Elle se souvient. Mars 2016, autoroute 15, chambre 12. Le réceptionniste n'avait pas été aimable, la moquette sentait l'humidité et le désinfectant. Elle a posé ses affaires, pris une douche et s'est couchée. Vers 2 heures du matin, elle m'a dit qu'elle a entendu d'abord un grattement léger, comme des ongles sur le bois, puis le cliquetis d'une clé mordant une serrure. Le verrou n'a pas cédé, mais la poignée a tourné, plusieurs fois sans forcer. Elle est restée immobile, respiration retenue, jusqu'à ce que l'homme à la réception tape à sa porte pour demander s'il y avait un problème. Il venait de vérifier les chambres, a dit. Ça paraît plausible, sauf que, depuis ce soir-là, je ne prends plus la route seule à la nuit tombée. J'ai cessé de croire que certains choix sont anodins. Linz a ouvert avec un hochement de tête, la lumière allumée, et a vu la silhouette d'un autre client dans le couloir, qui s'est écarté comme si de rien n'était. Elle a appelé la réception en tremblant. Ils ont répondu qu'ils n'avaient rien vu. Le lendemain, en partant, elle a trouvé des traces de boue sèche contre la porte extérieure du motel, des empreintes fines qui entouraient la bâtisse comme si quelqu'un avait fait le tour plusieurs fois pendant la nuit. L'hôtel a gardé un silence prudent quand elle est revenue demander si des caméras avaient filmé. Aucun enregistrement valable. Depuis, Linz évite les motels près des échangeurs, préfère payer un hôtel un peu plus cher pour dormir comme si cela suffisait à valider son repos. Juillet 2007, désert californien.
Mike avait décidé de partir pour une nuit de solitude, sac à dos, tente, un peu de nourriture déshydratée. Il raconte le ciel immense, la chaleur qui descend au coucher du soleil, la langue rocailleuse du désert qui semble avaler les sons. Vers 3 heures du matin, il s'est réveillé en ressenti. Quelque chose avait touché sa toile. Pas un bruit sec, mais comme un effleurement prolongé. Il a ouvert vite la fermeture, la main encore engourdie, et a vu des empreintes minuscules autour de sa tente, 6 doigts de pas qui n'appartenaient ni à lui ni aux animaux courants. Elles menaient jusqu'à la bordure d'un petit ravin, et s'arrêtaient net, comme si quelque chose s'était levé. Mike a passé le reste de la nuit à écouter, rien d'autre que son propre souffle et un vent lointain qui faisait vibrer la toile. Le matin, il a retrouvé sa gamelle renversée, des traces de pas minuscules mêlées aux traces d'un coyote. Il a envisagé l'hallucination due à la fatigue. Mais cette image des empreintes qui s'arrêtent, comme si l'invisible s'était levé et était parti, l'accompagne encore quand il traverse une zone boisée. Il dit que la nuit a une façon de rendre tout plausible. Un autre message, plus récent, vient d'une femme que je nommerai Claire par précaution. Novembre 2020, banlieue. Elle avait rencontré quelqu'un en ligne, échange rapide, première rencontre dans un café. Tout semblait normal. Après 2 rendez-vous, il est devenu possessif. Messages insistants, apparitions imprévues derrière sa voiture au supermarché, des fleurs déposées devant son immeuble malgré ses refus. Un soir, elle a raconté qu'il est venu chez elle sans prévenir, prétendant avoir oublié quelque chose. Elle a verrouillé la porte et a appelé la police. L'homme a frappé, crié, buté contre la porte. À travers la serrure, Claire a entendu sa voix qu'elle connaissait déjà, mêlée à une menace qu'elle n'aurait jamais imaginée. La police est arrivée et l'a emmenée, mais il n'y a pas eu d'arrestation durable, juste une mise en garde. Elle a changé de numéro, déménagé. Malgré cela, elle ne dort plus sans laisser une lumière allumée. Chaque vibration de son téléphone lui redonne le même nœud au ventre. Elle m'a dit qu'on ne réalise pas à quel point la proximité peut devenir un piège jusqu'à ce qu'on doive tout réapprendre. Qui on peut laisser entrer, qui on doit tenir à distance. Décembre, route secondaire sous la neige. J'étais à l'université et j'avais pris mon vieux 4x4 pour rentrer chez mes parents après un séminaire. La radio était coupée, la neige tombait en rideaux épais. Vers minuit, je me suis retrouvé sur le bas-côté avec un pneu crevé. J'ai déjà entendu des avertissements sur les arrêts nocturnes, mais j'ai pensé que ma formation de base et la lampe du coffre seraient suffisantes. J'ai commencé à changer la roue, les doigts gelés, quand j'ai vu passer une voiture lentement, phare baissé, sans s'arrêter. Ensuite, des pas se sont approchés derrière moi. Pas un bruit de pas isolé, mais un rythme proche, comme si quelqu'un se tenait près de l'arrière de ma voiture, immobile. J'ai levé les yeux, appelant d'une voix que je voulais ferme, « Vous pouvez m'aider ?» La voix qui a répondu n'était pas celle d'un bon samaritain. C'était douce, presque compatissante, et elle a dit « Non, rentre chez toi, petit, on s'en occupe. » Je ne sais toujours pas si c'était un groupe, un seul homme, une blague morbide. Je me suis relevé d'un bond et suis monté dans le véhicule à l'intérieur des légers pas qui s'éloignaient. Dans le rétroviseur, j'ai cru voir une silhouette s'effacer entre les sapins. J'ai démarré et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la station la plus proche. Après, j'ai raconté l'histoire à mes amis. Certains ont ri, d'autres m'ont dit d'aller porter plainte. J'ai gardé la mémoire d'une chaleur contre le bastingage, d'une main invisible qui semblait vouloir garder l'endroit, comme si la route elle-même avait été habitée par quelque chose de patient. Un autre récit venu d'un gardien de nuit d'une usine abandonnée à la périphérie d'une ville. Août 2013, poste de nuit. Il s'appelait Marco et avait pris ce boulot parce qu'il avait besoin d'heures. Il décrivait l'odeur de métal et de graisse, le silence ponctué par le vent qui traversait les toits déchirés. Une nuit, une alarme silencieuse s'est déclenchée. Il a pris sa lampe et monté l'escalier métallique. À mi-palier, la radio qu'il portait a commencé à grésiller et à émettre des phrases hachées comme des mots pas tout à fait formés. Il a senti une présence derrière lui, un frémissement d'air, comme si quelqu'un venait de passer. Quand il s'est retourné, il n'y avait rien,
juste un renfoncement où se trouvait habituellement une vieille machine. Il a entendu un rire, discret, ou un frottement qui ressemblait à une veste trop large. Marco a allumé les grands projecteurs. L'usine est restée vide. Il a passé les heures suivantes à faire les rondes, à noter chaque porte fermée, chaque garde-corps intact. J'ai gardé la mémoire d'une chaleur contre le bastingage, d'une main invisible qui semblait vouloir garder l'endroit, comme si la route elle-même avait été habitée par quelque chose de patient. Un autre récit venu d'un gardien de nuit d'une usine abandonnée à la périphérie d'une ville. Août 2013, poste de nuit. Il s'appelait Marco et avait pris ce boulot parce qu'il avait besoin d'heures. Il décrivait l'odeur de métal et de graisse, le silence ponctué par le vent qui traversait les toits déchirés. Une nuit, une alarme silencieuse s'est déclenchée. Il a pris sa lampe et monté l'escalier métallique. À mi-palier, la radio qu'il portait a commencé à grésiller et à émettre des phrases hachées comme des mots pas tout à fait formés. Il a senti une présence derrière lui, un frémissement d'air, comme si quelqu'un venait de passer. Quand il s'est retourné, il n'y avait rien, juste un renfoncement où se trouvait habituellement une vieille machine. Il a entendu un rire, discret, ou un froissement qui ressemblait à une veste trop large. Marco a allumé les grands projecteurs. L'usine est restée vide. Il a passé les heures suivantes à faire les rondes, à noter chaque porte fermée, chaque garde-corps intact. La porte d'à côté était ouverte sur un wagon vide. Plus tard, en regardant les images de la caméra du train, elle a vu quelque chose qui ressemblait à une silhouette s'effacer avant d'entrer dans l'un des wagons. Puis, la porte se fermait lentement, comme si quelqu'un y était resté. Les agents ont dit que parfois des vagabonds se glissent dans les trains, mais elle savait, au creux de son estomac, que la sensation d'être observée par quelque chose à la gare ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà connu. Un autre récit m'attend encore, et d'autres voix cherchent à me confier leur nuit. Je les garde, une par une, en espérant que ces récits serviront d'avertissement et d'alerte. Faites attention, changez vos habitudes, ne laissez pas la nuit vous surprendre sans plan. Ces témoignages ne sont pas tous explicables, et souvent la raison rationnelle se dispute à l'irrationnel dans nos esprits fatigués. La peur que racontent ces témoins n'est pas toujours une preuve, c'est d'abord un signal de précaution, d'humilité, de respect pour l'inconnu. Il y avait, parmi les courriels et les enregistrements vocaux qui s'accumulaient sur mon bureau, des récits qui semblaient répéter une même architecture de peur, comme si quelqu'un, ou quelque chose, savait où frapper et comment rester à la lisière des vies. Une mère m'a écrit d'Italie. Son fils de 6 ans, depuis la rentrée, s'arrête chaque soir devant la porte de sa chambre et compte, d'une voix lente et basse, jusqu'à 23. Quand elle a voulu filmer ce rituel, la caméra n'a rien pris d'autre que son souffle et la lueur d'une veilleuse. Sur la bande audio, légèrement amplifiée, il y avait un froissement, un bruit de papier, et au loin, comme un écho, la répétition d'une phrase, pas tout à fait intelligible, qui se terminait toujours sur un souffle. Elle a conclu « Il ne dort plus dans la pièce où il compte ». Une infirmière de nuit, dans un service de gériatrie, a parlé d'une silhouette qui errait entre les lits, sans que les moniteurs ne la signalent. Les patients, dit-elle, se sont réveillés avec la sensation d'avoir été regardés. Aucun dossier médical n'expliquait ces réveils. Aucune caméra n'a filmé l'ombre qui longeait les couloirs. Le lendemain, un des anciens a retrouvé sur le rebord de sa fenêtre 3 petites croix tracées au crayon sur le bois verni, propres et précises. « Il n'écrit plus », a dit l'infirmière. Depuis, il ne lève plus le rideau. Un contrôleur de nuit pour une compagnie de train, un homme taciturne que j'ai rencontré sous la pluie devant la gare, m'a montré la poignée d'un wagon où, selon lui, une trace de givre s'était formée en plein été, comme si quelqu'un l'avait touché d'une main glacée. Il racontait aussi l'histoire d'une valise restée ouverte sur un quai, vide, qui sentait la toilette d'antan, un parfum familier que personne dans les environnements ne pouvait identifier. « On m'a dit de ne pas m'en mêler », a-t-il conclu, « mais on n'ignore pas ce qu'on sent. » Plus inquiétant, plusieurs témoignages convergent vers un détail matériel, un marquage discret, presque obsessionnel, laissé à la marge d'un carnet, d'une feuille de cahier ou gravé sous un meuble. Ce ne sont pas des signatures,
pas des dates, ce sont des signes qui consistent le plus souvent en 4, 5 ou 6 petites croix serrées, alignées comme un comptage. Quelqu'un m'a envoyé une photo prise dans une bibliothèque municipale. Entre deux livres, sur la tranche d'un carnet d'inscription au prêt, quelqu'un avait dessiné, au stylo, 4 croix, l'une à côté de l'autre. L'archiviste, saisi, a dit « Nous voyons parfois des griffonnages des mains des lecteurs, mais ceux-ci sont trop réguliers. » J'ai cherché des précédents dans les archives locales, des mentions dans de vieux journaux, des notes marginales laissées dans des registres. Un document jaunissant daté de 1952 contenait effectivement une mention de « signe répété, XXX », écrite par un bibliothécaire. Il n'y avait pas d'explication, seulement cette observation, et une phrase qui m'a glacé. Les témoins sont hésitants, la peur semble prendre forme. L'hypothèse folklorique survint vite dans ma tête, des marques pour chasser le mal, des comptages de superstition, mais ces croix nettes et froides ne ressemblaient pas à de l'amulette improvisée. Elles étaient méthodiques. À force d'écouter, je finis par recevoir chez moi un visiteur qui disait ne pas vouloir être enregistré. Il m'a parlé d'un entrepôt déserté, où la nuit, on voyait par les fenêtres des silhouettes plantées immobiles, qui regardaient la ville. Quand il a tenté d'approcher, les silhouettes se sont écartées d'un pas, comme si elles restaient à la lisière d'un ordre invisible. Il m'a tendu un petit morceau de papier plié. Dedans, 3 croix, serrées, tracées rapidement. Je ne sais pas qui les a faites, m'a-t-il chuchoté, mais je les ai ramassées par terre, près d'une porte d'entrée. Mon sommeil, déjà chahuté, s'est commencé à rompre. Je me réveillais en sursaut, le souvenir d'un pas entendu au-dessus de mon appartement, d'une paire d'empreintes qui s'arrêtent sur le palier. J'ai essayé de rationaliser, rats, voisinage actif, courant d'air déformant le bruit des tuyaux. Mais s'il y avait, dans la suite des récits, une logique persistante. Les présences se tenaient toujours sur le seuil, au bord. Elles n'entrent pas, elles attendent, elles marquent. Pour sa part, la police m'a répondu de manière variable. Dans certaines villes, des officiers m'ont assuré qu'on ne trouvait rien d'anormal. Ailleurs, un jeune brigadier m'a montré des constats où figurait, notée de sa main, la formulation « présence non identifiée », témoin en état de choc. L'un d'eux a raconté qu'une nuit, à Saint-Brieuc, il a réveillé un homme qui dormait sur un banc près du port. L'homme avait le regard fixe et répétait sans émotionner « Je suis resté là ». Quand on l'a questionné, il a désigné le quai et, comme si cela allait sans dire, a dit que quelqu'un l'avait regardé depuis là-bas pendant des heures. Personne au quai n'avait rien vu. Le brigadier a pris la main de l'homme et, en la quittant, a trouvé sur sa paume 3 petites crevasses, comme si la peau avait été pressée contre un objet pointu. Il a noté « lésion bénigne ». Je suis allé, un matin froid, sur la côte où l'on avait trouvé le corps enveloppé. Le paysage nocturne m'a paru plus sévère que sur la photo envoyée. Les dunes étaient comme des vagues de silence. Les secours m'ont laissé approcher à condition que je ne touche à rien. Sur la bande de sable, j'ai suivi des traces qui ne menaient nulle part. Pas de pas qui s'enfoncent vers la mer, mais des pas qui s'arrêtent, se regroupent, comme si l'occupant s'était assis ou agenouillé. À un endroit, entre 2 touffes d'oya, j'ai trouvé, griffonné dans le sable humide, un signe. 4 croix, tracées à la pointe d'un bout de bois. Le vent en avait déjà commencé à effacer les contours. J'ai pris une photo, mais je savais qu'une image ne m'expliquerait rien. Plus tard, de retour à mon bureau, j'ai ouvert le carnet où je consignais mes entretiens et mes impressions. J'ai la manie d'en tourner chaque page à la lumière d'une lampe. Je regarde les marges, les espaces blancs. Cette fois, à la dernière page blanche, en bas à droite, quelqu'un ou quelque chose avait tracé, à la mine, 3 petites croix serrées. Elles n'étaient pas les miennes. J'ai reposé le carnet lentement et j'ai pris le temps d'écouter ma maison. Une horloge, la pluie contre la fenêtre, la ville qui respirait loin. Mon esprit cherchait l'explication la plus plausible, un visiteur nocturne, un courant d'air qui aurait claqué une fenêtre et attiré un animal domestique. Mais la régularité des croix, l'efficacité du geste me poussèrent vers une autre hypothèse. Ce marquage était un geste de comptage, de présence, peut-être une signature.
Je me mis à relire tous les récits avec cette grille, les croix, la façon dont la présence se tient en retrait, le fait qu'elle soit souvent perçue par ceux qui sont seuls ou à la marge. Une tendresse étrange s'installa en même temps que la peur, pour ces êtres qui semblent faire le même geste jour après jour, nuit après nuit. La tentation de classer, de rationaliser, de ranger en colonne les éléments m'abandonna quand je vis apparaître dans mes notes un motif plus ancien. Une lettre, reçue d'une petite commune de la Loire, me parlait d'un registre paroissial où, en marge du baptême d'un enfant né en 1873, la sage-femme avait laissé, en hâte, une série de croix, comme si elle avait voulu marquer le passage de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Les archives locales n'avaient guère donné suite, la note était restée là, muette. Voulait-elle rappeler quelques dettes oubliées, ou se contentait-elle d'exister comme des monuments minuscules à des choses que nous ne voulions pas regarder? La réponse ne venait pas. Mais l'alignement des croix, la même main invisible marquant des pages, des rebords, des poignées, tout me poussait vers une conviction dérangeante. Ce qui restait là n'était pas anecdotique, c'était organisé. Alors j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'ici. J'ai choisi un soir pour ne pas dormir dans mon appartement. J'ai pris un sac, quelques vêtements, un carnet de secours et je me suis installé dans un hôtel modeste, à 2 rues de chez moi, afin d'observer le mien depuis l'extérieur. J'avais besoin de voir, sans intervenir, ce qui, si tant est que quelque chose se montrait, ferait le geste de marquer. Je pensais naïvement tenir longtemps éveillé. Je pensais naïvement aussi que la distance me protégerait. À 00h30, depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel, j'ai vu une silhouette se glisser sous la lueur d'un réverbère, traverser la rue et s'arrêter devant l'immeuble. Elle est restée immobile un instant, puis a levé la main et a posé quelque chose sur le paillasson, un geste simple, presque cérémoniel. La silhouette a reculé, a dressé la tête comme pour regarder autour d'elle, puis a disparu. Je n'avais pas bougé. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je t'avais prévenu. Je me suis précipité vers la porte. Trop tard. Quand je suis revenu, la silhouette n'était plus là. Et sur le paillasson, à côté du seuil, une minuscule croix tracée à la craie blanche attendait, comme un marqueur qui disait « Je suis resté là ». Je l'ai relevée et l'ai gardée dans la paume de ma main. Elle ne tenait pas le froid, elle s'effritait. J'ai senti son grain entre mes doigts, comme si je tenais une poussière de présence. Mon reflet dans la vitre m'a renvoyé l'image d'un homme qui tenait dans sa main la preuve d'une visite nocturne. Je me suis demandé qui avait le droit de marquer chez moi, qui avait appris à tendre ces signes là où l'on vit. Et, plus pressant encore, pourquoi moi? Pourquoi mon carnet? Pourquoi mon palier? Je savais que, si je voulais continuer à enquêter, je devais accepter que la ligne qui séparait l'observateur de l'observé s'amenuisait. J'avais en creux une promesse faite à ceux qui m'avaient parlé. Je ne publierais pas sans comprendre. Mais comprendre impliquait désormais de se tenir près du feu, d'attraper le fil qui attachait ces petites croix à quelque chose de plus vaste. Je refermai la main autour de la craie qui tombait en poussière et pris une décision. Je retournerai au bord de la mer au petit matin suivant pour attendre ce qui venait. J'emporterai un carnet, une lampe et j'essayerai de ne pas faire de bruit. Je me préparais à rester immobile, à laisser la lisière venir à moi. Le ciel sur la baie était encore noir quand je m'installais, tapi derrière une dune. J'ai presque laissé tomber la boîte. Elle me paraissait tenir debout dans mes mains, une chambre secrète qui me rendait visible. Les feuilles étaient remplies d'observations succinctes. Paillasson, craie blanche, maison A, 0035. Appartement 3B, 3 petites croix, tasse renversée. Des dessins minuscules représentaient des seuils, bords de porte, rebords, et parfois des flèches menant d'une maison à une autre, comme si quelqu'un cartographiait la ville en traits d'entrée, traçant un atlas de franchissement. Le carnet contenait aussi des phrases brèves, cryptiques. Les choses qui restent nous disent qui nous avons été. Ne pas toucher au papier mort. Recueillir d'abord, dévoiler ensuite. L'écriture était fine, presque scolaire, mais parfois brusque, la plume semblant s'être arrêtée pour respirer. Je cherchais une signature, une adresse, une piste qui puisse désigner l'auteur. Il n'y en avait pas.
seulement une initiale, répétée parfois, un J sans emphase. Un frisson m'a traversé, je me suis rappelé le message, je t'avais prévenu. Les mots maintenant prenaient un corps. Quelqu'un ne se contentait pas de marquer des seuils, quelqu'un consignait qui était marqué, quand et comment. Et la liste n'était pas une menace vide, elle était un inventaire. Je suis resté, appuyé contre la dune, la boîte entre mes mains, comme si je gardais un trésor volé. Le jour montait, teignant l'horizon d'un gris cireux. Les passants se faisaient rares, et la route qui longeait la baie gémissait d'un seul bus isolé. J'ai ouvert une page de carnet, posant la boîte à côté de moi sur le sable humide, et j'ai commencé à lire plus attentivement. À mesure que j'avançais, un motif s'est dessiné. Les premières entrées concernaient individus âgés, puis des couples, ensuite des appartements vides, puis, plus récemment, des adresses jeunes, des gens qui vivaient seuls. Les croix s'étaient multipliées dans une progression qui ressemblait à une contagion inverse, une propagation de signes vers le centre, vers des portes moins visibles. Je suis tombé sur une note qui a fait arrêt dans mes os. Critères de sélection, seuil visible la nuit, absence de témoins fréquents, traces d'oubli. Au bas de la page, une autre notation, plus pire, plus intime. Si présence réactive, regard direct vers l'écriture, noter réaction, intensité de surprise, durée, marqué en priorité. Il y avait une science du théâtre dans ces lignes, une méthodologie. Quelqu'un observait la réaction des personnes marquées comme si l'acte lui-même était une expérience. La logique glacée de l'entreprise me rendait presque lucide. Mon carnet, ma porte, mes habitudes, j'étais passé du statut de témoin à celui de sujet. Et pourtant, derrière cette logique, une autre piste, plus ténue, essayait de s'imposer. Les annotations, parfois, ne se contentaient pas de noter, elles s'efforçaient de comprendre. Motifs apparents sur la porte, fêlures, ancienne colle de poster. Peut-être me l'avait laissé exprès, pour que je lise, pour que je comprenne, pour que je sois pris. Il fallait choisir, fuir, exposer, confronter. Fuir aurait été laisser le carnet à l'abri de l'épreuve de la lumière, renoncer à savoir ce que signifiait être marqué. Exposer, publier, crier aurait été transformer une méthode en spectacle, risquant d'ajouter des noms à la liste. Confronter, enfin, signifiait aller à celui qui écrivait et réclamer des comptes, un geste aussi téméraire qu'irréversible. J'ai fermé le carnet, posant la paume sur la côte de cuir comme pour demander du silence, puis j'ai pris une décision qui sonnait plus comme une résolution que comme un plan. Je resterai, mais différemment. J'agirai à l'intérieur du système qui m'avait inclus. Je deviendrai chercheur dans sa propre enquête. Avant de me mettre en route, j'ai photographié quelques pages avec mon téléphone, instinct de sauvegarde que je me reprocherai peut-être plus tard, et j'ai remis la boîte dans le sac. Sur le seuil de la chambre, je me suis arrêté. Le regard d'un étranger m'avait suivi ces derniers temps, mais maintenant, le regard était fouillé par des lignes écrites. J'étais la phrase, la page, mais je pouvais encore choisir comment la terminer. Je suis parti, non pas pour retourner à la dune, mais pour tracer la géographie du carnet dans la ville. Les points rouges sur le dessin formaient un cercle inachevé. Il me fallait relier les croix entre elles, comprendre si elles suivaient une logique chronologique, sociale, un motif plus secret. J'ai replié la carte mentale que j'avais depuis toujours et je me suis mis à arpenter, à frôler les porches, à mesurer la distance entre les seuils marqués. À chaque croix que je retrouvais, à chaque paillasson que je soulevais, je notais la même sensation. Le monde me regardait en retour, mais d'une manière distante, curieuse, comme si l'archiviste lisait les pages et attendait que je réponde. La première personne que j'ai questionnée était une boulangère, petite, aux mains tachées de farine, qui faisait lever la pâte devant sa devanture. Je lui ai montré un dessin du carnet, la croix tracée sur son trottoir. Elle a plissé les yeux, puis a ri, un son sec.
Des croix? Ici, on dirait un enfant. Et pourtant, quand elle a regardé son seuil, elle a passé la main dessus, comme si la craie d'une nuit lui avait parlé. C'est étrange, a-t-elle dit, mais ses yeux disaient autre chose, la reconnaissance d'une chose qui avait l'habitude de frôler la ville. Il y a des choses qui s'alignent et qu'on ne voit pas. La réponse était mi-aveu, mi-ignorance. À mesure que j'avançais, il devenait clair que je n'étais pas le premier à sentir la trame sous la peau de la cité. Le carnet contenait une collecte, j'en étais que le dernier témoin. Et la collecte, j'ai compris, était bien plus qu'un caprice, c'était un réseau d'ombres qui apprenait à écrire. Le soir arriva sans éclat particulier, et je m'installai sur le pas d'une librairie qui avait, dans son encadrement, 2 petites croix à la craie. J'attendis, la boîte sur les genoux, le carnet ouvert à une page blanche. L'étude m'avait rincé d'illusions. Soit je trouverais l'archiviste et la confrontation deviendrait enfin dialogue, soit je resterais étroitement surveillé, une existence répertoriée. Dans l'intervalle, je pouvais encore tracer, rajouter, être auteur d'une ligne parmi les autres. J'ai pris un crayon et, pour la première fois, j'ai marqué. Pas une croix. J'ai dessiné une petite parenthèse sur le coin de la page, un signe qui indiquait « présence de témoins ». Puis j'ai levé les yeux vers la rue. Quelqu'un revenait. Il s'est approché sans hâte, comme si la rue elle-même le menait. D'abord, je n'ai distingué qu'une silhouette noire, une ombre, qui gardait une distance respectueuse. Puis, quand il a franchi l'encadrement de la librairie, j'ai vu ses mains. Elles portaient de minuscules traces blanches, comme si la craie avait vécu un instant sur sa peau avant de s'effriter. Il avait un manteau trop grand, fermé jusqu'au col, et un regard qui savait où poser la question sans l'ordonner. Il s'est arrêté à quelques pas, pas plus. Sa voix n'a pas cherché à masquer la surprise, mais elle était douce, comme si la surprise voulait éviter d'être brutale. « Tu as marqué » a-t-il dit. Il n'a pas demandé quel signe, ni pourquoi. Simple constat, presque une reconnaissance. J'ai levé la page, montrant la parenthèse, et il a esquissé un sourire qui n'était ni d'approbation ni de menace, plutôt un ponctuel amiaulement. « Présence de témoins » a-t-il répété. Il laisse rarement ce geste. Il a posé la paume sur sa propre poitrine, comme pour confirmer qu'il était lui aussi un témoin, ou bien pour vérifier qu'il n'était pas exclusivement venu pour ça. Autour de nous, la boutique gardait son silence de papiers et d'odeurs moissonnées. Un chat s'est glissé entre les pieds d'étagère et est reparti, indifférent à la gravité du monde. J'ai senti mes muscles se détendre un peu, ou bien c'était l'impression trompeuse d'être enfin vu. « Tu as le carnet » a-t-il demandé ensuite, et son ton était devenu plus neutre. Pas de curiosité malsaine, simplement l'intérêt de qui tient une pièce manquante d'un puzzle connu. J'ai senti la boîte sous mon pull, le cuir contre ma côte, l'appareil photo dans la poche comme un mensonge prêt à éclore. J'ai hésité, juste un souffle, puis j'ai fermé le carnet et l'ai glissé dans mon sac d'une manière qui n'autorisait pas la discussion. Il a hoché la tête. Ils te laissent des signes pour t'habiller. Ils veulent apprendre, mais ils craignent aussi les témoins. Qui sont-ils? Ma voix a sonné plus faible que j'aurais voulu. Les croix, la collecte, la trame, tout prenait un nom possible et perdait une part de son mystère. Le visage de l'homme sombra d'une fatigue qui n'était pas la mienne. Ce n'est pas une chose simple à dire. Certains appellent ça une méthode, d'autres un rite. Pour moi, ce sont des gens qui écrivent en dehors des registres. Ils prennent note de la ville, des gestes, des visages. Ils cataloguent ce qu'on croit invisible. Il a parlé comme si ces mots suivaient une habitude anatomique, comme on parle d'une pluie qu'on attendait. Puis il a fait un pas, plus près, assez pour que je distingue la lisière argentée de sa montre, assez pour que nous partagions un souffle. « Je m'appelle Marc » a-t-il dit. « Je ne suis pas l'archiviste, je n'ai pas le carnet, mais j'ai lu des fragments. J'aide ceux qui tombent sur la page. » Il a cherché mes yeux, comme pour juger la crédibilité de sa propre proposition. « Si tu restes, ne le fais pas seul. » Sa proposition n'était pas un ordre, c'en était un, pourtant, un glissement de responsabilité. Rester, je l'avais décidé, mais dans quelle compagnie?
J'ai pensé au visage des commerçants qui avaient effleuré les croix, à la boulangère qui avait souri d'une connaissance muette, à la librairie qui avait 2 croix sur son seuil. Ici, la ville était à la fois complice et champ d'expérience. Si je comprends correctement, ai-je dit, tu proposes de me montrer autre chose. Il a souri, et cette fois son sourire a déverrouillé quelque chose de plus personnel. Il y a un lieu où les signes deviennent conversation. Si tu veux savoir qui écrit, tu dois d'abord écouter ce qu'ils veulent que tu entendes. Je suis tombé dans le piège d'une curiosité qui ressemblait à une décision. J'ai refermé la boîte dans un geste précis, sans trembler. « Je viens », ai-je répondu. Il m'a indiqué la ruelle la plus proche, une coupe sombre entre 2 immeubles où la craie, parfois, rentrait comme un fil. Nous nous sommes mis en marche côte à côte, comme 2 personnes qui s'accordent un chemin. À mesure que nous pénétrions dans l'étroitesse, les sons de la ville se sont rétrécis. Le frottement d'une poubelle, l'éclat lointain d'une musique, des pas qui traçaient des phrases en écho. Au fond de la ruelle, sur le mur lépreux, 2 nouvelles croix attendaient. L'une était fraîche, vive comme une douleur, l'autre avait commencé à pâlir. Marc s'est arrêté, a tiré quelque chose de sa poche, un petit morceau de craie, et l'a comparé à la trace sur le mur. Puis il a tourné sa tête vers moi, sérieux. « Si tu veux écouter, a-t-il dit, tu dois entendre sans vouloir compléter chaque silence. Il teste la patience autant la présence. » Je n'ai pas su demander quel test cela impliquait. La rue pourtant parlait. Elle chantait en petites marques, en parenthèses invisibles. Je me suis rendu compte alors que je ne cherchais plus seulement l'archiviste, je cherchais un accord, une place où ma présence cesserait d'être une question et deviendrait une donnée acceptée. Nous avons suivi la ligne de croix, et la nuit nous a reçus comme on accueille 2 personnes qui reviennent d'une autre encyclopédie. J'ai pressé le carnet contre moi. Le cuir avait retrouvé sa familiarité, et, à chaque pas, le mot « témoin » vibrait derrière ma cage thoracique comme un métronome. La ruelle débouchait sur une petite place que je n'avais jamais remarquée. Un théâtre de briques, une fontaine arrêtée, des bancs comme des phrases inachevées. Là, une porte basse s'ouvrait sur l'ombre d'un escalier. Marc m'a lancé un regard averti et a murmuré « Attention aux mots qui se posent comme des pièges. Ils savent reconnaître la peur et la retourner en histoire. » Je suis descendu après lui. L'air était plus humide et quelque chose, plus bas, sentait la gomme et le vieux papier. Au bas de l'escalier, une ampoule craquelée jetait une lumière tremblante sur une table. Sur la table, un plateau de craie, des feuilles et, posée comme une invitation, une seule carte, une croix noire dessinée au centre. Marc a fermé la porte derrière nous. Le bruit du mécanisme semblait sceller un pacte. Il a pris la carte entre ses doigts, l'a retournée et m'a regardé directement. « Tu as 2 choix, a-t-il dit, lire et répondre, ou partir avec ce que tu sais déjà. » Je me suis souvenu alors du téléphone dans ma poche, des photos que j'avais prises, de la boîte, du sac, des pages dont l'encre avait une manière d'attendre. J'ai pensé à la boulangère et à sa main sur le seuil, au chat qui était parti, à la ville qui me regardait de loin. J'ai tendu la main, j'ai pris la carte. Sur la face opposée, une simple parenthèse était dessinée, à côté d'une phrase en lettres minuscules. Le témoin qui se présente est rarement seul. Il porte le silence pour 2. J'ai senti en lisant que cette phrase n'était ni une menace ni une consolation, mais un constat. « Alors, lis », a dit Marc. J'ai posé la carte sur la table. Les autres feuilles étaient couvertes de notes, de schémas, d'adresses. Certaines boîtes, écrits et croix, y étaient représentées comme des constellations. Quelqu'un avait relié des noms à des lieux et des gestes à des heures. Le carnet que j'avais dans mon sac n'était pas unique. Il s'inscrivait dans une cartographie que je commençais à comprendre comme une sorte de langage. À l'instant où j'ai relevé la tête, la porte s'est entr'ouverte un peu plus et une silhouette plus petite a glissé dans l'encadrement. Elle tenait une boîte de craie.
Ses yeux m'ont parcouru comme si elle lisait ma fiche signalétique en silence. Elle a souri, sans joie, et a murmuré « Nous avons besoin de témoins qui sachent tenir leur lieu ». J'ai alors compris que le carnet ne m'avait pas été seulement offert, il m'avait été attribué, et que ce que je croyais être une enquête devenait lentement une adhésion. Je me suis demandé si je pouvais encore choisir la manière dont je refermerais la page. Le murmure des craies a repris, comme une musique qui s'accorde avant le début d'un concert. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assis, la carte à la main, et j'ai donné à la nuit le temps de me répondre. Le cercle des signes autour de nous se resserrait, patient. Je savais désormais une chose simple et brutale. Pour connaître celui qui écrit, il faudrait d'abord accepter qu'on écrive aussi sur nous.